Mon frère m'a dit que je n'étais pas invité à son mariage, alors que je lui avais offert une maison d'une valeur de 770 000 $. C'est seulement pour la famille la plus proche, a-t-il ri. Pendant que le mariage avait lieu, j'ai vendu la maison. Ce que la mariée a fait quand ils sont rentrés a plongé toute la pièce dans le silence. Je m'appelle Emily Carter, et je me souviens encore de la façon dont le visage de Jason s'est tordu quand j'ai prononcé les mots « je l'ai vendue ». Cette maison qu'il pensait être son cadeau éternel, payée par moi, n'était plus la sienne. Il a secoué la porte en criant « mais bordel !» pendant que je me tenais dans l'ombre du porche, détenant le pouvoir qu'il avait toujours pris pour acquis. Laissez-moi vous demander ceci. D'où regardez-vous en ce moment? Laissez votre ville dans les commentaires. Je veux savoir jusqu'où cette histoire ira. Parce que si vous avez déjà été le bon de la famille et que vous avez été trahi de toute façon, alors vous comprendrez pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment ça a commencé. Avec un verre de lait, un billet de 10 $ est la première fois que j'ai appris que j'étais moi. C'était un samedi matin humide dans notre cuisine grinçante du Tennessee, du genre où la moustiquaire gémit plus fort que le vieux ventilateur dans la fenêtre. J'avais 12 ans, encore assez petite pour avoir besoin d'un escabeau pour les placards du haut, mais assez grande pour sentir la gifle d'être négligée. Jason était déjà à table, mangeant paresseusement ses céréales d'une main et faisant défiler son téléphone à clapet de l'autre. Il avait 14 ans, suffisant et doré comme le sont tous les grands frères avant que la vraie vie ne les frappe. Maman lui versait du jus d'orange quand papa a sorti son portefeuille avec un soupir. « Tiens », a dit papa en faisant glisser un billet de 20 $ tout neuf sur la table. « Ça devrait couvrir le déjeuner de la semaine prochaine. » « Tu as aussi entraînement, non ?» Jason a hoché la tête comme un roi recevant un tribut. « Ouais, le coach a dit qu'on pourrait aller à Memphis pour les régionales. »« Bien », a dit papa en refermant son portefeuille. Je suis entré dans la pièce à ce moment-là, tenant mon sac à lunch vide comme une excuse. Et, je crois que j'ai aussi besoin d'argent pour le déjeuner. Le mien s'est épuisé jeudi. Maman n'a même pas levé les yeux de l'évier. Emily, on en a déjà parlé. Tu es assez grande pour gérer ce qu'on te donne. Sois plus intelligente avec ça la prochaine fois. Mais Jason, ai-je commencé, puis je me suis arrêté quand Jason a reniflé sous son souffle. Jason est un garçon, a interrompu papa. Les garçons mangent plus. Les garçons ont besoin de plus. Je l'ai regardé fixement. Tu es sérieux? Papa s'est levé, ajustant sa ceinture comme si la conversation l'ennuyait. Ne sois pas dramatique. Tu survivras. Tu veux de l'argent? Fais du babysitting. Gagne-le. Jason a souri narquoisement par-dessus sa cuillère. Le verre dans ma main a tremblé. C'était juste un simple verre de lait, mais je sentais la chaleur monter de mes joues comme de la lave sous la peau. Je l'ai posé trop fort. Pas assez pour le casser, juste assez pour qu'il lève tous les yeux. Alors, il a tout parce qu'il est un garçon? Ma voix s'est brisée à mi-chemin, mais je m'en fichais. Maman s'est finalement tournée vers moi, une serviette à la main, le ton las. Arrête de faire toute une histoire. Les garçons ont juste des besoins différents. C'est de la biologie, ma chérie. Jason s'est penché en arrière sur sa chaise et m'a fait le même sourire suffisant qu'il faisait toujours quand il gagnait sans effort. Ne t'inquiète pas, monsieur, les filles sont meilleures pour partager, non? Le silence qui a suivi n'était pas calme. Il était chargé. Une injustice lourde et silencieuse qui me pressait les côtes comme une ceinture de sécurité dans un accident. Je me suis mordu la lèvre assez fort pour goûter le sang. Pas parce que j'avais peur, mais parce que si je parlais à nouveau, je pleurais. Et j'avais appris que pleurer ne changeait pas les règles dans notre maison. Ça me faisait juste paraître faible. J'ai attrapé mon sac et je me suis détourné, mais pas avant d'avoir surpris Jason me faire un clin d'œil. Comme si tout cela n'était qu'une blague que je ne comprenais pas. Mais ce n'était pas une blague. C'était le moment où j'ai réalisé que je serais toujours seconde. Seconde après un garçon qui ne levait pas le petit doigt pour aider. Seconde après des parents qui voyaient l'équité comme un luxe réservé aux garçons. Seconde dans une maison où je n'avais rien fait de mal, sauf naître du mauvais sexe. À ce moment-là, j'ai fait un vœu que je ne partagerai avec personne. Je l'ai murmuré dans le creux de ma poitrine en passant devant la porte de la buanderie qui ne fermait jamais complètement. Je ne leur demanderai plus jamais $1. Je trouverai mon propre chemin. Et un jour, ils me regarderaient,
non pas comme la fille qui avait trop de besoins, mais comme la femme qu'il n'avait jamais vue venir. Ce verre de lait et ce billet de vin froissé m'ont appris plus sur la justice que n'importe quelle école ne le ferait jamais. Et il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de mettre en branle. 4 ans se sont écoulés comme des pages qui tournent dans un livre que j'écrivais à la main. J'avais 16 ans, mais je me sentais plus âgé, comme si j'étais né à 50 ans, une calculatrice dans une main et un sac de courses surgelé d'un magasin à $1 dans l'autre. Après l'école, pendant que d'autres filles se vernissaient les ongles et échangeaient des textos sur le bal de fin d'année, j'enfilais mon tablier graisseux derrière les friteuses du Buck's Burger Bar sur la route 9. Ce n'était pas glamour. La moitié des lumières clignotaient et la porte du congélateur se coinçait si souvent que nous utilisions un manche à balai pour la maintenir fermée, mais c'était à moi. Mon salaire. Ma porte de sortie. J'avais menti sur ma candidature, bien sûr. J'avais écrit 17 ans au lieu de 15. J'avais mal orthographié mon deuxième prénom au cas où quelqu'un vérifierait. Monsieur Simons, le gérant, n'a pas posé beaucoup de questions. Il était trop désespéré pour garder des corps chauds pour le service de nuit. Il m'appelait, toujours avec un demi-sourire qui disait qu'il savait que quelque chose clochait mais qu'il ne voulait pas perdre une fille qui arrivait à l'heure et ne volait jamais de frites dans le panier. Ce n'était pas seulement l'argent, c'était la dignité. En balayant ces sols collants après minuit, je me sentais plus ancré que je ne l'avais jamais été dans ma propre maison. Je construisais quelque chose que personne ne pourrait me prendre. Chaque billet de 20 plié au fond de mon tiroir à chaussettes me rapprochait un peu plus de ne plus jamais avoir à entendre « les garçons ont besoin de plus ». Après le travail, je marchais les 3 pâtés de maison pour rentrer chez moi, les lampadaires peignant le trottoir de taches ambrées brisées. Certains soirs, je répétais des formules mathématiques dans ma tête. D'autres soirs, je rêvais simplement. Pas de rêve de princesse, mais de feuilles de calcul, de petits appartements et de cafés au coin tranquille où personne n'avait besoin que je m'excuse d'exister. Mais la liberté, comme je la prenais, n'était jamais facile. Pas pour les filles comme moi. C'est arrivé un mardi. L'odeur de rondelles d'oignon s'accrochait encore à mon sweat à capuche quand Monsieur Simons m'a appelé dans son bureau. Il avait l'air nerveux, comme s'il venait de manger quelque chose qui ne passait pas. « Assieds-toi, a-t-il dit doucement en croisant les bras. Je me suis assise. Il a expiré comme si l'air avait un poids. J'ai reçu un appel du siège. Les inspecteurs du travail ont fouiné. Quelqu'un les a prévenus que des mineurs travaillaient de nuit. Ils ont demandé les âges sur la paie. Je me suis figé. Il n'a pas voulu me regarder en continuant. Ils ont vérifié le tien. J'ai dégluti. M. Simons. Émilie, a-t-il dit doucement, utilisant mon vrai nom pour la première fois depuis des mois. Je suis désolé. Tu as 16 ans et c'est contre la loi de l'État de travailler après 21 heures pendant les semaines d'école. S'il nous trouve, le magasin pourrait fermer. Il a poussé une enveloppe impeccable vers moi. Mon dernier salaire, plié proprement et droit comme un adieu que je n'avais pas eu le choix de faire. Tu as été la meilleure employée que j'ai eue en 2 ans, a-t-il dit, presque pour lui-même. Mais je dois te laisser partir. Ma gorge s'est nouée, mais j'ai hoché la tête. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas discuté. Je me suis juste levé, j'ai pris l'enveloppe et je suis sorti dans la nuit glaciale du Tennessee. Dehors, l'air était plus vif que d'habitude. Mon souffle sortait en nuages, et mes doigts picotaient alors que je rentrais chez moi sous le halo brisé des lampadaires. Je me sentais vide, comme si je venais d'être effacé. Ce n'était pas seulement le travail. C'était la première fois que je pensais, peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que les filles comme moi, les filles calmes, les filles sages, les filles qui travaillent, ne sont pas faites pour gagner. Peut-être que j'étais stupide de penser que je pouvais combattre la gravité avec de l'huile de coude et des notes d'examen. Je suis passé devant le mur de fresques de la ville où quelqu'un avait peint un oiseau tordu aux ailes brisées. Je me suis arrêté et je l'ai regardé, figé par l'ironie. Quel genre d'oiseau apprend à voler avec les plumes coupées? Moi. Parce que même si je venais de perdre ma seule source de revenus, je ne suis pas rentré chez moi pour m'effondrer. Je n'ai rien dit à mes parents. Ils n'ont même jamais su que je travaillais de nuit. Ils pensaient que je restais tard pour le club de débat. Quelque chose de respectable, de féminin. Cette nuit-là, j'ai compté l'argent dans mon tiroir. 223,17 $. Pas assez pour l'université, pas assez pour un loyer, mais assez pour continuer. Assez pour réessayer. Mon monde n'allait rien me donner.
Mais je devenais meilleur pour prendre. Si retourner des hamburgers a été mon premier goût d'indépendance, revendre des chaussures d'occasion sur Internet a été ma rébellion à part entière. J'ai commencé doucement, en listant simplement des choses que j'avais déjà. Une paire de bottes éraflées de la 8e année. Une robe à pois qui sentait encore vaguement le bal de fin d'année. Je les ai photographiées sur un drap blanc fissuré près de la fenêtre et j'ai écrit des légendes honnêtes. Légèrement usées, semelles solides. Légèrement délavées, mais donnent toujours un coup de pied comme neuf. À ma grande surprise, les choses se sont vendues. Pas pour beaucoup, mais assez. 10 $ par-ci, 20 par-là. Assez pour prouver que le monde me donnerait quelque chose si je trouvais le bon angle. Quand j'ai reçu ma lettre d'acceptation de l'université de Memphis, je l'ai tenue dans mes deux mains comme une écriture sainte. J'allais y aller. Non pas parce que quelqu'un m'avait dit de le faire, mais parce que j'avais dit que je le ferais. Je ne vais pas m'endetter, me suis-je dit cette nuit-là, relisant la lettre à la lueur de mon écran d'iPhone fissuré. Je trouverai une solution. Et je l'ai fait. J'ai passé l'été avant la première année penché sur des bacs de marché aux puces, les coudes plongés dans les rebuts des autres. J'ai appris quelle marque se vendait, quel motif photographier le mieux, quelle friperie faisait des soldes le mardi. Chaque samedi, je me réveillais avant le lever du soleil et je parcourais les vœux-greniers avec un sac de sport usé et un budget en espèces strictes. Vous me faites ça à $1, demandai-je doucement, tenant un sac à main en cuir usé que je savais pouvoir revendre pour 15. Il disait presque toujours oui. De retour à la maison, je nettoyais tout au vinaigre, je les alignais sur le comptoir de la cuisine comme de petits soldats et je prenais des photos avec soin. J'ai nommé ma boutique Scrap & Spark et j'ai regardé, étonné, les commandes arriver au compte-gouttes. Le premier mois, j'ai gagné 283 $. Le deuxième, 611 $. Au moment où les cours ont commencé, j'avais gagné assez pour couvrir les livres, la nourriture et la compte sur un petit appartement près du campus, partagé avec deux autres filles qui ne posaient pas de questions et ne veillaient pas tard. Maman était moins qu'enthousiaste. Tu penses que c'est un vrai travail, a-t-elle ricané une nuit alors que je rentrais pour emballer et expédier 10 commandes dans 5 états. Tu perds ton temps avec toutes ces vieilleries. Qui va embaucher quelqu'un qui joue à la poupée avec de vieilles chaussures? Elle s'appuyait sur le seuil de la cuisine, les bras croisés sur son peignoir à fleurs. Son ton avait ce mépris sirupeux qu'elle réservait toujours aux choses qu'elle ne comprenait pas. Je construis quelque chose, ai-je dit doucement, en scotchant une boîte marquée « Portland, or ». Elle a reniflé. Ce que tu construis, c'est une distraction. Tu devrais te concentrer sur un vrai travail, un vrai succès. Et c'est là que j'ai compris. Elle ne verrait jamais mon travail comme réel tant que quelqu'un d'autre ne me paierait pas pour le faire dans un bureau avec des néons. Jusqu'à ce qu'il y ait un patron qui signe un chèque et me donne la permission de me sentir accompli. Jusque-là, je jouais. Mais je savais mieux. Mes mains étaient sèches à force de plier du carton. Mes yeux me faisaient mal à force d'éditer des annonces tard dans la nuit. Mais mon compte d'épargne ne mentait pas. Je ne lui demandais plus d'aide. C'était assez réel. Alors, j'ai souri un peu. Ne t'inquiète pas, maman. Je ne serai plus ton problème très longtemps. Elle n'a pas répondu. Elle a juste éteint la lumière de la cuisine en sortant, comme si ça allait m'arrêter. Mais j'ai continué à travailler. J'étudiais le jour microéconomie, marketing, statistiques et j'emballais des boîtes la nuit. Je vivais de lentilles et de riz et j'étirais le shampoing pendant des mois. Je n'achetais rien dont je n'avais pas besoin. Quand je suis entré dans mon cours d'économie avec des bottes de friperie et un sac à dos de Goodwill, je me fichais que quelqu'un le remarque. Les chiffres étaient ce qui comptait, et ils grimpaient. Mes colocataires pensaient que j'étais un peu obsédé. Tu fais des études à plein temps et tu gères un magasin, a demandé l'une d'elles, Léla, un soir. Tu dors quand, en fait? Après avoir réussi, ai-je plaisanté. Mais à l'intérieur, je le pensais. Je ne cherchais pas le luxe. Je cherchais la liberté. Et s'il fallait que je me démène à travers 10 000 annonces pour y arriver, je le ferais. Chaque fois que je me connectais et que je voyais un autre email, vous avez fait une vente, quelque chose de petit en moi guérissait. Non pas parce que c'était facile, mais parce que c'était à moi. Une nuit, seul dans la kitchenette commune du dortoir, j'ai emballé ma 100e commande, une veste brodée que j'avais trouvée pour 4 $ et revendue pour 65 $. J'ai glissé une note manuscrite dans la boîte. Merci de donner une seconde vie à cette pièce. Vous faites partie de ma première.
J'ai scellé la boîte et j'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de la ville clignotaient en retour comme de petites étoiles. J'étais encore fauché, encore seul, encore en train de construire mon échelle barreau par barreau, mais je grimpais. Et je ne redescendrai jamais. J'ai eu 21 ans dans une chambre de dortoir qui sentait le café rassis et le ruban adhésif. C'était la semaine des examens, et pour la 3e nuit consécutive, je m'étais endormi avec des étiquettes d'expédition collées à mon jean. La pile de commandes sortantes formait une pyramide tordue à côté de mon ordinateur portable, et mon manuel d'économie servait de sous-verre improvisé pour ma tasse à moitié vide. Pas de gâteau, pas de bougies, pas d'appel de la maison. Jason avait posté quelque chose sur Facebook ce matin-là. Une photo suffisante de Miami, les bras passés autour d'une fille en bikini à Strass. Heureux d'avoir 24 ans aujourd'hui. La famille d'abord. Il avait 300, j'aime. Notre mère a commenté avec 6 emojis en forme de cœur. Elle ne m'avait pas envoyé un seul texto. Non pas que je m'y attende. Plus maintenant. J'ai passé mon anniversaire à faire ce que je faisais toujours. Lister, emballer, expédier, calculer. Mon corps bougeait en pilote automatique. Mais quelque part au fond, quelque chose me semblait différent. Comme si j'atteignais peut-être le bord de quelque chose. Cette nuit-là, après avoir imprimé ma dernière étiquette et nettoyé le comptoir avec un chiffon, je me suis assise sur mon matelas et j'ai replié mes jambes sous moi. J'ai ouvert mon application bancaire, non pas parce que je m'attendais à quelque chose de nouveau, mais parce que la vérifier était devenue une habitude, un rituel, la preuve que je n'imaginais pas les progrès. Quand l'écran s'est chargé, j'ai cligné des yeux. Puis j'ai cligné à nouveau. 70 811 $ et 26 cents. Je l'ai regardé fixement comme s'il pouvait changer. Mon pouce a plané sur le bouton d'actualisation comme si le nombre avait pu être un bug. Peut-être avais-je halluciné une virgule. Mais non, c'était réel. C'était mon chiffre, mon travail, mes boîtes, mon travail acharné à des heures indues, ma ténacité, mes publications tardives, mes vœux greniers froids et mes week-ends manqués. Mes rêves mesurés en dollars et en silence. J'ai fait ça, ai-je chuchoté à voix haute, non pas avec fierté, ni avec arrogance, juste avec admiration. J'ai regardé autour de la pièce, nue, la fenêtre entr'ouverte pour l'air, des guirlandes lumineuses tombantes dans le coin, une chaise de bureau de friperie avec un coussin que j'avais reprisé à la main. Rien de glamour, mais j'avais tout ce dont j'avais besoin. Je n'avais pas demandé d'aide. Je n'avais pas emprunté un centime. Je n'avais pas pris $1 de la famille qui m'avait dit un jour, les garçons ont besoin de plus. Et maintenant, j'avais plus que ce qu'aucun d'eux ne savait. Je me suis levé lentement, arpentant la petite pièce pieds nus, laissant le chiffre rebondir dans ma tête comme de la musique. 70 000 $. Je pouvais rembourser le reste de mes frais de scolarité. Je pouvais ouvrir un vrai compte professionnel. Je pouvais améliorer mon installation d'expédition. Je pouvais emménager dans un vrai appartement. Je pouvais partir. J'ai ouvert le tiroir où je gardais mon grand livre. Un épais cahier à spirale avec des pages usées et douces au coin. Chaque vente, chaque dépense, chaque retour. J'ai passé la main sur la couverture comme si c'était une chose vivante. Il y avait eu des nuits où je n'étais pas sûr de pouvoir payer le loyer. Des nuits où j'avais mangé du riz au micro-ondes 3 fois par jour et prétendu que je jeûnais pour me sentir plus en contrôle. Des nuits où j'avais pleuré si silencieusement dans mon oreiller parce que mes colocataires dormaient et que je ne voulais pas que quelqu'un m'entende craquer. Mais j'avais survécu à tout ça. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert mon appareil photo. J'ai fait une capture d'écran de l'application bancaire, puis une du grand livre. Je ne les ai postées nulle part. Je ne les ai envoyées à personne. Elles étaient juste pour moi. Des preuves. J'ai resserré mon sweat à capuche et je me suis rassise sur le matelas. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas petite. Je ne me sentais pas inférieure. Je ne me sentais pas comme si je survivais. Je me sentais puissante. Non pas à cause de l'argent, mais à cause de ce qu'il signifiait. J'avais transformé mes restes en stabilité. Mon rejet en revenu, mon silence en stratégie. J'ai de nouveau pensé à Jason, bronzé et à l'aise dans une location hors de prix. Je me suis demandé s'il s'était déjà demandé d'où venait son confort, qui avait sacrifié pour cela, qui il avait laissé derrière lui. Je ne l'enviais pas, car j'avais quelque chose qu'il n'aurait jamais, de la certitude. Je savais de quoi j'étais faite. Je pouvais tomber, échouer,
être oublié, et toujours reconstruire. Il y avait une liberté là-dedans. Cette nuit-là, avant de me coucher, j'ai allumé une bougie à la cannelle bon marché et j'ai murmuré un remerciement silencieux, non pas à quelqu'un en particulier, mais à chaque version de moi qui avait continué quand il aurait été plus facile d'abandonner. La fille fatiguée aux articulations à vif à force de retourner des hamburgers. L'adolescente aux doigts calleux à force de soulever des bacs de friperie. L'étudiante qui collait des étiquettes à 2 heures du matin au lieu de sortir. Elle m'avait amené ici. Et pour la première fois, je me suis permis d'espérer, non seulement la survie, mais plus, beaucoup plus. La remise des diplômes est arrivée sans fanfare ni applaudissements, à moins de compter les applaudissements rapides d'inconnus assis 3 rangées derrière moi. Mon nom n'a jamais été appelé avec des larmes dans le public. Pas de pancarte brandie dans les gradins. Juste moi, traversant une scène en talons empruntés, serrant mon diplôme comme si c'était un passeport hors du silence. Je ne m'attendais à ce que personne ne vienne, et ils ne sont pas venus. Ce soir-là, j'ai mangé des frites au drive-in dans ma voiture et j'ai regardé le soleil se coucher derrière le stade de l'université de Memphis. Je n'étais pas triste. J'étais juste immobile, comme si quelque chose s'était terminé, mais que l'écho n'avait pas encore rattrapé. Mais 2 semaines plus tard, alors que l'encre de mon diplôme séchait encore, j'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur portable et j'ai tapé le nom, Root and Rise Consulting. Ça sonnait un peu terre à terre, un peu ambitieux, mais ça me ressemblait. Mon objectif, aider les petites entreprises à se développer de A à Z en utilisant chaque leçon que j'avais tirée de mes années de revente, de budgétisation, de survie. J'avais vécu ce que je vendais. Je n'avais pas besoin d'un pédigré impeccable. J'avais des preuves. J'ai contacté des détaillants locaux. Une boutique où je me fournissais, un café endormi avec une clientèle fidèle mais sans présence en ligne, même une ferme familiale qui voulait de l'aide pour commercialiser ses œufs biologiques et son beurre de citrouille. Je me suis présenté avec des feuilles de calcul, des exemples de publications et un enthousiasme auquel il n'était pas habitué de la part d'une personne de moins de 30 ans. Et lentement, ils ont commencé à dire oui. Un par un, les clients ont signé. Un calendrier de médias sociaux par-ci. Un audit d'inventaire par-là. Des cartes de visite, des slogans, des refontes de marque. Les recommandations ont commencé à affluer. Rien d'énorme, mais c'était réel. J'ai gardé mes tarifs modestes et mes promesses honnêtes, et ça a grandi. Mon petit site web bourdonnait de demandes. J'ai déposé ma première vraie déclaration d'impôt en tant qu'entreprise. J'ai même imprimé des stylos de marque, car rien ne me faisait me sentir plus officiel que de donner à quelqu'un un stylo avec mon nom dessus. Ma vie me semblait enfin mienne. Jusqu'à ce que Jason se présente au dîner. Cela faisait des mois que je n'avais pas mis les pieds chez mes parents, mais ma mère a appelé de nulle part avec une offre que je ne pouvais pas entièrement refuser. Nous dînons dimanche, a-t-elle dit comme si nous étions encore dans les années 90 et que nous prétendions tous que c'était normal. Viens. Ça fait trop longtemps. Elle semblait étrangement enjouée. Curieuse, même polie. Suspicieuse, mais intriguée, j'ai accepté. J'ai donc apporté une tarte aux fruits de la boulangerie près de mon appartement, j'ai porté une simple robe bleue et j'ai franchi la vieille porte d'entrée comme une visiteuse dans un musée de ma propre enfance. La cocotte était au four. L'air sentait le romarin et l'attention. Jason était déjà assis à table, fraîchement rasé, un polo impeccable comme s'il avait été sorti d'un catalogue pour hommes. Ma mère planait, offrant thé, salade, compliments. Tu as l'air bien, Émilie, a-t-elle dit en jetant un coup d'œil à mes chaussures comme si elle essayait de reconnaître la marque. Occupée, j'entends. Rien que ça m'a arrêté. Elle ne s'était jamais renseignée sur mon travail auparavant. Je le suis, ai-je répondu avec prudence. Les affaires marchent bien. Ah, a-t-elle hoché la tête, ses yeux se tournant vers Jason. J'étais en pleine bouchée quand il l'a lâché. Je me marie cet été. Il l'a dit comme s'il commandait un dessert, désinvolte, répété, prêt à être loué. Oh, a haleté ma mère en applaudissant. Enfin. Je savais que ça arriverait. Jason s'est penché en arrière, suffisant. Elle s'appelle Tessa. C'est une nutritionniste. Je l'ai rencontrée à la salle de sport. J'ai cligné des yeux. Waouh, c'est rapide. On est ensemble depuis un moment, a-t-il haussé les épaules. Ça semblait juste. Puis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années est entré dans la pièce. De la chaleur. Ma mère s'est tournée vers moi,
les sourcils arqués. Tu devrais passer plus souvent. Peut-être apporter un portfolio. J'ai des amis avec des boutiques, tu sais. Jason a même ajouté, je ne savais pas que tu faisais du conseil maintenant. C'est cool. Cool. Pendant des années, il levait à peine les yeux quand j'entrais. Maintenant, il me trouvait cool. Qu'est-ce qui avait changé? Il n'a pas fallu longtemps pour faire le lien. Il se mariait. La famille voulait présenter un front uni, paraître prospère, fonctionnel, moderne. Et maintenant que je réussissais, j'avais soudainement de la valeur à nouveau. Mais je m'en fichais. Parce qu'une partie de moi, contre toute logique, était pleine d'espoir. Il me voyait enfin, posait des questions, écoutait. Jason a même demandé ma carte de visite. Maman a complimenté la tarte aux fruits. C'était comme une fissure dans le mur entre nous. Pas assez pour faire confiance, mais assez pour respirer. En rentrant chez moi ce soir-là, l'invitation flottait encore dans mon esprit. Passe plus souvent. Montre ton portfolio. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas seulement la sœur de l'ombre. Je n'étais pas la fille silencieuse aux chaussures d'occasion. J'étais quelqu'un avec une entreprise, une femme de valeur. Et peut-être, juste peut-être, que c'était le moment où il me laisserait enfin entrer complètement. Il y a des moments dans la vie où l'on se trouve au bord de quelque chose, le passé et le futur tirant de chaque côté, et où il faut choisir. Pour moi, ce moment est arrivé un mardi matin de fin de printemps, lorsque Jason a appelé. Et, M, a-t-il dit, la voix inhabituellement douce. Tu es libre de nous rencontrer? Tessa et moi voulons te montrer quelque chose. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille juste à l'extérieur de la ville, le genre d'endroit avec des lattes à la lavande et trop de plantes. Tessa a fait un signe de la main avec enthousiasme quand je suis entré. Elle était soignée, blazer blanc, boucle parfaite, le genre de femme qui avait l'air d'avoir une vie livrée avec un manuel. Jason m'a tiré une chaise. Content que tu sois venu. Puis il a fait glisser un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient des photos. Des planchers de bois franc baignés de soleil, un porche enveloppant, une cuisine avec des comptoirs en marbre et un évier de ferme. Une modeste maison de 2 étages à la périphérie de la ville. Propre, chaleureuse, pleine d'espoir. On l'a trouvée le week-end dernier, a dit Tessa, les yeux pétillants. C'est tout ce qu'on voulait. Mais la compte est élevée, a ajouté Jason en tapotant les chiffres. Et avec le mariage, ça fait beaucoup. Il n'a pas dit les mots, mais je les ai entendus. On ne peut pas se le permettre. Toi, si. J'ai regardé le prix. 770 000 $. Le genre de chiffre qui m'aurait donné le vertige il y a 5 ans. Mais maintenant, je pouvais me le permettre. Je pouvais virer l'argent en 1 heure sans sourciller. Je me suis rassise, laissant leur voix se brouiller pendant que je regardais leurs yeux, pleins d'espoir, nerveux, un peu répétés. Et tout ce que je pouvais penser, c'était, est-ce que c'est ça? Était-ce la porte du retour? Était-ce le prix à payer pour être vu? Ce soir-là, je me suis assise à ma petite table de salle à manger, les lumières tamisées, le contrat ouvert à côté de mon ordinateur portable. J'ai lu les termes 2 fois. Ce n'était pas un prêt. Ce n'était pas un partenariat. C'était un cadeau. Sans condition. Juste le sang, juste la famille. J'ai pensé aux nuits où Jason recevait des billets de 20 $ pendant qu'on me disait de me débrouiller. Aux années de silence. Au fait qu'il ne m'avait pas invité à son anniversaire depuis 4 ans. Et pourtant, j'ai pris le stylo. À la réunion de clôture une semaine plus tard, Jason m'a serré la main comme un étranger et a chuchoté. Sérieusement? J'ai hoché la tête. Vous deux méritez un bon départ. Tessa a cligné des yeux rapidement. Émilie, c'est énorme. Tu n'étais pas obligée. Je le voulais, ai-je simplement dit, car peut-être que c'était vrai. Peut-être qu'une partie silencieuse de moi voulait encore être choisie, être digne de confiance, être assez. La famille veille les uns sur les autres, ai-je ajouté et j'ai souri. Jason a ri, soulagé, abasourdi, n'arrivant toujours pas à y croire. Mec, maman va pleurer quand elle apprendra ça. Elle l'a fait. Elle m'a appelé ce soir-là, la voix pleine d'émotion. Émilie, ma chérie, ce que tu as fait. C'est si généreux, si mature. C'était la première fois depuis des années qu'elle m'appelait, ma chérie.
Et à ce moment-là, je me suis laissé croire que c'était ça. Ma place à la table, mon chemin de retour dans une famille qui me tiendrait enfin à deux mains. Je ne savais pas alors que ça glissait déjà entre mes doigts. Mais pour l'instant, je me suis permis de le ressentir. La fierté dans la voix de Jason, la gratitude dans les yeux de Tessa, la chaleur tranquille dans le ton de maman. Je l'ai laissé m'envelopper comme une couverture d'enfance sortie du grenier. Délavé, fragile, mais sentant toujours la maison. C'était un jeudi soir quand le texto est arrivé. Une de ces nuits du sud poisseuses où même l'air semblait lourd de secrets. J'étais à mon bureau, travaillant sur un rapport d'analyse de vente au détail pour un nouveau client boulangerie, sirotant toujours le même café froid que j'avais versé ce matin-là. Mon téléphone a vibré une fois, juste une fois. Jason. Et M, ne le prends pas personnellement, mais tu n'es pas invité. C'est réservé à la famille proche uniquement. Je l'ai regardé fixement pendant un long moment, attendant une suite. Je plaisante, ou appelle-moi, je t'explique. Quelque chose, n'importe quoi. Rien n'est venu. J'ai relu. Ne le prends pas personnellement. Mais comment d'autres étais-je censé le prendre? Tu n'es pas invité. Même pas à la réception. Même pas par courtoisie. Même pas comme bruit de fond. Famille proche uniquement. La phrase était là, comme une chute. Je ne comprenais pas. Mes mains ont commencé à transpirer, même si je n'avais pas bougé. J'ai posé mon téléphone et je suis allé à l'évier. J'avais soudainement besoin d'eau, d'air, de quelque chose pour laver la piqûre de ma poitrine. Je me suis éclaboussé le visage d'eau froide, je me suis agrippé au comptoir et je me suis regardé dans le miroir au-dessus de l'évier. Que avais-je fait de mal? Je leur avais acheté une maison, signé des papiers, souri pour des photos, ri à ces histoires sur les goûts difficiles de Tessa en matière de carrelage. Je m'étais assise en face d'eux, le cœur ouvert, prête, et c'est ce que j'obtenais. Pas un appel téléphonique gênant, pas une explication en tête-à-tête, juste un texto. Je suis retourné à mon téléphone, le cœur battant à tout rompre comme s'il avait des kilomètres à parcourir. J'ai relu le message une 5e fois. Toujours là, toujours brutal, toujours sans ponctuation. Ce n'était pas seulement le rejet. C'était la manière désinvolte dont il avait été livré. Comme dire à quelqu'un que le magasin était en rupture de stock de ses chips préférés. Pas un mariage, pas le mariage de mon propre frère, et pas après tout. J'ai tapé une réponse, puis je l'ai effacée, j'en ai tapé une autre, l'ai encore effacée. Que pouvais-je dire qui ne sonne pas amer ou suppliant? Finalement, j'ai opté pour un seul mot. Compris. J'ai appuyé sur envoyer. Il s'est affiché comme lu en quelques secondes. Aucune réponse n'a suivi. Je me suis rassise sur ma chaise, laissant le silence m'envahir. La climatisation s'est mise en marche. Quelque part dehors, le chien d'un voisin a aboyé une fois, puis s'est tu. Le silence était cruel. J'ai de nouveau pris mon téléphone, j'ai ouvert la photo de la maison que je leur avais achetée. Le porche ensoleillé, les lignes épurées, les marches d'entrée où Jason avait dit un jour « On fêtera toutes les fêtes ici, monsieur tu auras toujours une place ». Quelle blague. J'ai pensé aux heures que j'avais passées à me demander si le cadeau était trop, s'il améliorerait les choses ou les rendrait bizarres. Je m'étais convaincu que l'amour, s'il était assez généreux, assez désintéressé, pouvait guérir même la plus profonde des failles. J'avais tort. Parce que l'amour dans notre famille avait toujours été transactionnel. Et d'une manière ou d'une autre, malgré tout ce que j'avais donné, je n'étais toujours pas à la hauteur. Toujours pas assez. Pas pour une chaise, pas pour une danse, pas même pour une part de gâteau hors de prix. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ragé. Je suis juste resté là, le téléphone à la main, fixant le fil de messages vides. Et je l'ai senti. Pas le choc, pas la trahison, mais quelque chose de plus froid. De la clarté. Il ne m'avait pas oublié. Il m'avait exclu exprès. Famille proche uniquement. Les mots résonnaient dans mon esprit encore et encore jusqu'à ce qu'ils ne soient plus des mots. Juste une porte verrouillée. Je n'avais pas réalisé que j'étais à l'extérieur depuis tout ce temps. Je n'étais pas rentré chez moi depuis plus d'un mois, pas depuis que les papiers avaient été signés et que Jason et Tessa avaient emménagé dans la maison de leurs rêves. Mais après ce texto, tu n'es pas invité, quelque chose en moi s'est complètement brisé. J'avais besoin d'entendre quelqu'un le dire à voix haute.
Ou mieux encore, l'annuler. Alors, je me suis présenté chez mes parents un vendredi soir, habillé simplement et fatigué. Pas en colère, pas dramatique, juste en quête. Maman a ouvert la porte dans son habituel pull bleu pâle, celui qu'elle portait toujours quand elle essayait de paraître plus douce. Oh, a-t-elle cligné des yeux. Émilie. J'espérais me joindre à vous pour le dîner. Elle a hésité un instant, juste assez longtemps pour que je le sente, puis s'est écartée. Nous avons du poulet et des haricots verts. Assieds-toi si tu veux. Papa était déjà à table, lisant le courrier avec ses lunettes relevées sur son front comme s'il ne pouvait pas être dérangé de voir ce qui se passait. Nous avons mangé en silence pendant plusieurs minutes, les fourchettes cliquetant, l'air lourd de choses non dites. J'ai attendu que quelqu'un aborde le sujet. Personne ne l'a fait. Alors je l'ai fait. J'ai reçu le message de Jason. Papa a grogné. Maman a continué à couper sa cocotte. Ma voix a légèrement tremblé alors que je regardais entre eux. Vous n'allez pas le laisser m'exclure, n'est-ce pas? Le couteau de maman s'est arrêté une demi-seconde. Papa a expiré lentement et a posé sa fourchette comme si je lui avais demandé de résoudre une grille de mots croisés qu'il n'aimait pas. C'est son mariage, Émilie, a-t-il dit simplement. Son jour. Je le sais, ai-je répondu en essayant de garder un ton neutre. Mais je leur ai acheté la maison, j'ai donné. Nous savons, a interrompu maman, son ton teinté de cette vieille irritation familière. Et c'était généreux. Mais il ne s'agit pas de toi. J'ai senti mon souffle se couper. Alors, ça vous va que je ne sois pas là? Que je n'en fasse tout simplement pas partie? Papa a haussé les épaules. On ne veut pas créer de drame. C'est mieux comme ça. Mieux comment? Mieux de prétendre que je n'existe pas? Mieux de faire comme si ma présence allait empoisonner leur journée parfaite? Je les ai regardés, cherchant une lueur de doute, de culpabilité, de reconnaissance de ce que cela signifiait. Mais ils étaient déjà retournés à leurs assiettes. Fourchette levée, bouche mâchant, comme si rien n'avait été dit, comme si je ne venais pas de m'effondrer à l'intérieur. Maman a tendu la main vers le beurre, le passant à papa sans lever les yeux. As-tu appelé le plombier pour l'évier du haut? J'ai laissé un message, a-t-il répondu en sirotant son thé. Je suis restée assise là, mon estomac se vidant, ma poitrine serrée et brûlante. Je n'étais même pas encore en colère. J'étais abasourdi. J'étais venu espérant une correction, un rire. Oh, ma chérie, Jason est juste stupide. Bien sûr que tu es invité. Bien sûr que tu fais partie de la famille. Au lieu de cela, il m'avait servi du silence déguisé en paix. Les larmes me sont montées aux yeux avant que je ne puisse les arrêter. Je les ai essuyées rapidement, espérant peut-être qu'ils le remarqueraient. Peut-être que la vue de leur fille adulte pleurant silencieusement à leur table de dîner déclencherait quelque chose. Du remords, de l'inquiétude, n'importe quoi. Ils n'ont pas arrêté de manger. Maman a soupiré une fois et a marmonné, « Ne fais pas ça, Émilie. Ce n'est pas si grave. Pas si grave. » Je me suis levé lentement, la chaise raclant le sol comme si elle protestait pour moi. Je devrais y aller. Papa n'a pas levé les yeux. Fais attention en conduisant. C'était tout. C'était tout. Pas de câlin, pas d'excuses, pas même un regard persistant. Je suis sorti dans le crépuscule, me sentant vidé. En allant à ma voiture, j'ai regardé en arrière par la fenêtre, notre vieille salle à manger brillant d'une lumière chaude. Mes parents toujours assis à table, mangeant toujours, avançant toujours comme si je ne venais pas de me briser à l'intérieur. Et j'ai compris. Ce n'était pas seulement Jason. C'étaient eux tous. Ils ne m'avaient pas oublié. Ils avaient choisi de me laisser de côté. Et maintenant, ils étaient trop investis dans ce choix pour même regarder en arrière. Le jour où Jason s'est marié, le soleil était d'une luminosité odieuse. Un de ces matins vifs et sans nuages où tout semble trop parfait pour être réel. Je ne me suis pas habillé. Je n'ai pas pleuré. Je portais un jean, un t-shirt noir uni, et j'avais attaché mes cheveux en un chignon bas. Pas de maquillage, pas de bijoux, juste mes clés dans une main, un dossier dans l'autre, et un silence dans ma poitrine que je n'avais jamais connu auparavant. La ville bourdonnait du trafic de la saison des mariages, des rubans blancs sur les antennes de voitures, des camions de fleurs serpentant entre les voies. Quelque part de l'autre côté de la ville, Jason et Tessa enfilaient probablement leurs vêtements sur mesure,
riant avec leur cortège, posant pour des photos parfaites sous un éclairage parfait. Et moi, j'ouvrais la porte d'entrée de la maison qu'ils appelaient maintenant la leur. Techniquement, elle était encore à moi. L'acte de propriété était toujours au nom d'Emily Carter. L'hypothèque, l'assurance, les impôts, moi. Je leur avais facilité la tâche d'oublier ça, mais je ne l'avais pas fait. L'agent immobilier m'a retrouvé là à 9 heures précises. Elle s'appelait Dana. Blazer impeccable, main stable, pas du genre à faire la conversation. L'estimation est arrivée hier, a-t-elle dit en me tendant le dossier. Pas tout à fait le sommet du marché, mais vous vous en sortirez quand même confortablement. J'ai hoché la tête en parcourant le contrat. Tout y était. Les chiffres, les conditions, les informations sur l'acheteur. J'avais choisi la famille avec soin. Des jeunes mariés, un bambin, troisième sur la liste d'attente pour un chien de refuge. Ils étaient tombés amoureux de la balançoire du porche et avaient promis de remplir la maison de musique et de crêpes le dimanche. Dana a montré la ligne de signature. Juste ici et ici. J'ai signé les deux sans hésitation. La demande de changement de serrure est en cours, a-t-elle ajouté en vérifiant son téléphone. Ils finissent maintenant. Je me suis tourné vers le serrurier, un homme plus âgé en chemise de flanelle rouge, qui m'a fait un pouce en l'air en tournant la dernière vis de la nouvelle serrure. La clé d'origine tintait dans ma poche. Je l'ai serrée une seconde avant de la glisser dans l'enveloppe étiquetée « Retour à l'ancien propriétaire ». Il n'en aurait plus besoin. Jason n'avait même jamais demandé les papiers. Jamais remis en question la logistique. Il pensait probablement que la maison avait été transférée d'une manière ou d'une autre, que peut-être maman ou papa s'en étaient occupés, ou que j'étais trop douce pour jamais tracer une ligne. Mais je n'étais plus douce. J'en avais fini. Je suis sorti sur le porche, j'ai jeté un dernier regard sur la garniture fraîchement peinte, les succulentes en pot toujours là où Tessa les avait laissées. Je n'ai pas ressenti de culpabilité. Je n'ai pas ressenti de vengeance. J'ai ressenti de la justice. Et en dessous, de la clarté. Du genre qui vient après des années à porter trop, à donner trop, à aimer trop fort pour trop peu. J'ai remis le dossier à Dana, je lui ai serré la main et j'ai dit « Merci de l'avoir fait proprement ». Elle m'a fait un signe de tête entendu. Les gens pensent toujours qu'ils peuvent garder la maison et la douleur. J'ai presque souri. Pas aujourd'hui. En me dirigeant vers ma voiture, la brise matinale s'est levée juste assez pour soulever l'ourlet de ma chemise. J'ai fait une pause une seconde, regardant le serrurier ranger ses outils dans sa camionnette. La porte d'entrée avait maintenant un nouveau code. Une nouvelle famille serait à l'intérieur d'ici le week-end prochain. Voyons quelle famille maintenant. Le ciel avait la couleur de vieilles échymoses, violet profond, des traînées d'or pâlissant. Quand je suis retourné sur le porche, la maison était silencieuse, toujours vidée des rêves qu'il pensait voir éclore à l'intérieur. Plus de paillassons de bienvenue. Plus de guirlandes lumineuses sur la clôture. Même les tasses à café, lui, et elle, avaient été emballées et mises en boîte par le metteur en scène ce matin-là. Je me suis assise sur la balançoire du porche, écoutant le grincement du bois et les cigales lointaines. Je suis passé lentement en voiture, puis une autre fois. Je savais que ce serait bientôt. Jason n'était rien sinon ponctuel. Il était environ 19h15 quand je les ai entendus rire, des pas sur le gravier, des talons au cliquant sur l'allée, puis le tintement des clés. La voix de Jason s'est fait entendre la première. On est à la maison. Je suis resté assise, les bras croisés, les ombres me cachant à moitié derrière le poteau du porche. Il a essayé la clé, puis à nouveau, un cliquetis sec. Pause, puis un, confus, étouffé. Tessa, tu as changé quelque chose? La clé a de nouveau raclé le métal. Je pouvais presque imaginer son front se plisser, sa tête inclinée. Chérie, elle ne tourne pas, un autre essai, un grognement frustré. Mais bordel? Tessa s'est avancée. Laisse-moi essayer la mienne. Plus de tâtonnements. Silence, puis. Jason, ça ne marche pas. De mon coin du porche, je l'ai regardé tirer sur la poignée une, deux fois avant de lui donner un bon coup d'épaule, comme si la force pouvait réparer ce qui avait déjà été pris. C'est là que je me suis levé. Lentement, délibérément. Mes chaussures ont fait un bruit sourd sur les marches en bois alors que je me mettais en vue. La lumière du porche s'est allumée au-dessus de moi, projetant une lueur chaude sur le visage stupéfait de Jason. Sa mâchoire s'est détendue.
Émilie. Tessa s'est aussi retournée, clignant des yeux comme si elle ne savait pas s'il fallait faire un signe de la main ou s'inquiéter. J'ai rencontré ses yeux et je l'ai dit calmement, clairement. Je l'ai vendu. Il a regardé fixement, comme si les mots n'avaient pas de sens. Quoi? J'ai vendu la maison, ai-je répété. Ce matin. Les papiers sont signés. Les serrures ont été changées. Les nouveaux propriétaires prennent possession la semaine prochaine. Jason a cligné des yeux. De quoi diable parles-tu? Tessa a regardé entre nous. Attends. Vendu? Mais c'est notre. Jason, de quoi parle-t-elle? La voix de Jason s'est élevée, vive maintenant. Tu ne peux pas juste vendre notre maison. Elle n'a jamais été à vous, ai-je dit, ma voix égale. Je l'ai payée. Je la possédais. Je vous l'ai donnée par confiance, par amour. Il s'est avancé, la confusion se transformant en quelque chose de plus laid. C'est une blague, n'est-ce pas? Tu te moques de nous. Pas de blague, ai-je dit, soutenant son regard. C'est parti. Et la partie de moi qui continuait à espérer que vous me traiteriez comme de la famille aussi. Les sourcils de Tessa se sont froncés. Jason, tu as dit qu'elle refusait de venir au mariage, qu'elle ne voulait pas en faire partie. Je suis restée silencieuse, laissant la tension tomber dans son camp. Laisse-la s'asseoir avec ça. Jason s'est agité, soudainement incertain du terrain sous ses pieds. Eh bien, je n'étais pas invité, ai-je dit en descendant la dernière marche du porche. Rappelle-toi. Famille proche uniquement. Les mots ont atterri comme des briques. Tessa s'est tournée vers lui lentement. Tu m'as dit qu'elle avait choisi de ne pas venir. Tu n'as jamais dit qu'elle était exclue. Jason a regardé, pris au piège, les yeux fuyants. Je ne pensais pas que ça importait. Ça importait pour moi, ai-je dit. Et sur ce, je suis descendu du porche et je me suis dirigé vers ma voiture. Le son de leur voix confusion, colère, effilochage s'estompant derrière moi. Je n'ai pas claqué la portière. Je ne suis pas parti en trompe de pneus et de drame. Je suis juste parti. Parce qu'ils n'avaient plus à décider de quel genre de famille j'appartenais. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils me suivent. Mais en quelques minutes, leur VUS a dérapé dans la rue et s'est garé de travers derrière ma voiture. Les portes se sont ouvertes en tandem, puis sont venues les voix. D'abord celle de Jason, puis celle de Tessa, et enfin, Emily Jane Carter. Maman. Je me suis retourné lentement, toujours debout près du côté conducteur, les bras croisés sur ma poitrine comme si cela pouvait me protéger de la tempête que je savais venir. Mon père se dirigeait vers moi en chaussettes, Il a dû sortir directement de la porte. Que signifie tout ça, a-t-il beuglé, le visage rouge, la poitrine gonflée comme s'il était toujours l'homme qui faisait les règles dans cette famille. Je n'ai pas bougé. J'ai vendu la maison. C'est ça, la signification. Maman a halté. Toi? Après tout? Après le cadeau, tu punis ton frère le jour de son mariage. Jason m'a pointé du doigt, sa voix montant presque jusqu'à un gémissement. Tu es incroyable. Tu es vraiment psychotique. Attendre le jour de notre mariage pour faire ce coup. Le jour de votre mariage, ai-je répété en le regardant droit dans les yeux. Où je n'étais pas la bienvenue. Tessa était silencieuse maintenant, debout à quelques pas en arrière, son expression indéchiffrable alors qu'elle regardait le chaos se dérouler. Jason a agité un bras vers elle. Tu ne voulais pas venir, je te l'ai dit. Non, ai-je dit assez fort pour couper court à tout. Tu m'as dit de ne pas venir. Tu l'as texté. Famille proche uniquement, tu te souviens? Puis je me suis tourné vers Tessa, le front plissé. Quoi? J'ai hoché la tête une fois, lentement. Il m'a dit que je n'étais pas invité. Que c'était réservé à la famille proche. Elle a regardé Jason, un léger tremblement dans sa voix. Tu as dit qu'elle refusait de venir. Jason a cligné des yeux, visiblement en difficulté. Elle n'allait pas venir de toute façon, Tessa. Elle a toujours eu des problèmes avec. J'ai toujours le texto, ai-je interrompu. Tu veux le voir? J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert le message. D'un double tapotement, je l'ai tenu pour qu'elle le voie. Ses yeux ont parcouru l'écran. Sa bouche s'est entr'ouverte.
Puis la fureur s'est installée. Elle a regardé Jason comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. Tu m'as menti. Tessa, Tu as menti, sa voix s'est brisée comme du verre sous la pression. Tu as dit qu'elle ne voulait pas venir. Tu as dit que ce serait gênant de la forcer. Jason s'est approché d'elle. Chérie, je te protégeais de son drame. Son drame, a-t-elle sèchement répondu. Elle nous a acheté une maison, Jason. Elle nous a tout donné et tu l'as effacée comme si elle n'avait pas d'importance. Maman est intervenue, essayant de rediriger. Ne faisons pas ça ici. Tout le monde est émotif. On pourra en parler plus tard. Non. Tessa l'a coupé, la voix vive. On en parle maintenant. Elle s'est approchée de moi, le souffle court. Je n'en avais aucune idée, Émilie. Je ne savais pas, j'ai étudié son visage, cherchant toute trace de manipulation, mais ce que j'ai vu était un choc réel, du regret, un étrange chagrin. Je ne l'aurais pas fait si j'avais su, a-t-elle chuchoté. Jason a ricané. Tu es ridicule. Non, a-t-elle sèchement répondu en se tournant vers lui. C'est toi qui le es. Tu as menti à ta propre femme sur ta propre sœur. Qu'est-ce que je ne sais pas d'autre, Jason? Qu'est-ce que tu as décidé d'autre de ton propre chef en me souriant au visage? La mâchoire de Jason a travaillé en silence. Tessa s'est de nouveau tournée vers moi, a pris une profonde inspiration et a dit « Je suis avec toi ». J'ai cligné des yeux. Je veux arranger ça ensemble, de toutes les manières possibles. Le vent a bruissé dans les arbres au-dessus de nous. Derrière elle, mes parents se tenaient dans un silence stupéfait. Jason avait l'air sur le point d'exploser. Je n'ai rien dit au début. J'ai juste laissé le silence s'étirer. Parce que pour une fois, c'était eux qui se débattaient. C'était eux qui se demandaient ce que j'allais faire ensuite. Et pour la première fois de ma vie, j'étais vu. Non pas par ceux qui m'avaient élevé, mais par quelqu'un qui n'avait rien à gagner à prétendre que je comptais et qui a quand même choisi de se tenir à mes côtés. Alors, j'ai hoché la tête lentement. D'accord. La main de Tessa a doucement frôlé mon bras. Tu mérites mieux. Ils le méritent tous, ai-je expiré. Et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression que l'air était coincé dans ma gorge. Commençons par la vérité, ai-je dit. 2 semaines plus tard, je me suis retrouvé assise en face de Tessa dans un petit café près du centre-ville, un de ces endroits cachés avec des chaises dépareillées, un éclairage chaleureux et l'odeur de vraie cannelle dans l'air. Nous étions toutes les deux en jean et en sweat à capuche, sans maquillage, sans faux semblant, juste 2 femmes qui en avaient trop vu et qui commençaient enfin à parler librement. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il a texté ça, a dit Tessa entre 2 gorgées de son latte au lait d'avoine, en secouant la tête. Comme si tu étais une pensée après coup, après que tu nous aies acheté une maison. J'ai ri, non pas amèrement, mais librement. Honnêtement, j'aimerais pouvoir dire que ça m'a surprise. Tessa s'est penchée. J'ai annulé la lune de miel. Je lui ai dit que j'avais besoin d'espace. Sa mère ne l'a pas bien pris. J'ai haussé un sourcil. La mienne non plus. Nous avons toutes les deux éclaté de rire, un rire vif, soulagé, presque joyeux. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que nous pouvions le faire. C'était la première fois que je riais de tout ça. À la table d'à côté, une femme aux boucles grisonnantes et une cicatrice juste sous l'œil a levé les yeux de son journal. Je ne veux pas écouter aux portes, a-t-elle dit doucement. Mais je connais ce rire. La même chose m'est arrivée. L'invitation au mariage de ma sœur est arrivée et est partie. Pas de place pour moi. Tessa s'est tournée vers elle, souriant en reconnaissance. Laissez-moi deviner. Juste pour garder les choses simples. La femme a ri. Ou on ne voulait pas créer de tension, comme si j'étais la tension. Nous avons tout hoché la tête. Il n'y avait pas besoin d'expliquer. Nous connaissions la trahison par le sang. Elle ne saigne pas fort. Elle vous laisse juste regarder de l'extérieur pendant que tout le monde danse. J'ai regardé autour de la table ces 2 femmes, une qui avait été trompée, une qui avait vécu son propre exil, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pas de l'amertume, de l'appartenance. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti une mince enveloppe manille. J'ai signé les papiers ce matin. Tessa a cligné des yeux. Quel papier? J'ai fait glisser l'enveloppe vers elle. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété, encore, avec mon nom imprimé clairement en haut.
J'ai racheté la maison. Elle a souri, surprise mais pas choquée. Tu la gardes? J'ai hoché la tête. Cette fois, je ne la céderai pas. Fini de donner des morceaux de moi-même en espérant qu'ils m'aimeront pour ça. L'autre femme a levé sa tasse de café. À la récupération de ce qui nous appartient. Nous avons trinqué comme si c'était sacré, parce que d'une certaine manière, ça l'était. La maison avait l'air différente maintenant. Mêmes os, même balançoire de Porsche, mais tout le reste avait changé. Les rideaux étaient ouverts. Les murs étaient peints dans des tons chauds, pas stériles. Il y avait des livres sur toutes les surfaces. Et des rires vivaient dans les coins comme s'ils payaient un loyer. 1 an s'était écoulé depuis le mariage qui n'était pas le mien. 1 an depuis que Jason avait tâtonné avec sa clé, depuis que la voix de Tessa s'était brisée d'incrédulité, depuis que les serrures avaient été changées pour de bon. Je me souvenais encore de chaque seconde de cette nuit. Plus avec colère, mais avec clarté, comme une photographie qu'on a cessé d'essayer de retoucher. Et maintenant, ce même Porsche abritait une longue table dressée avec des assiettes dépareillées et des bougies vacillantes. Des guirlandes lumineuses bourdonnaient au-dessus. Un disque tournait quelque chose de sous à travers la moustiquaire. Tessa était là, les cheveux plus courts maintenant, la confiance plus forte. Elle avait demandé l'annulation du mariage il y a 6 mois et n'avait jamais regardé en arrière. En face d'elle était assise Dana, mon agent immobilier devenu ami, qui connaissait d'une manière ou d'une autre toutes les bonnes boulangeries dans un rayon de 8 km et qui s'est présentée ce soir avec 3 tartes. À l'autre bout se trouvait la femme du café, Myriam. Elle était devenue une habituée de ma vie. Une de ces âmes inattendues qui arrivent tranquillement et restent bruyantes dans votre cœur. Et moi, je me suis assise en bout de table. Ma table, dans ma maison. La salle à manger qui servait autrefois de la cocotte de poulet congelée en silence pulsait maintenant de conversation et de gentillesse. Chaque chaise était occupée, non par obligation, mais par des gens qui avaient choisi d'être là. Tessa a levé son verre. Ça fait presque exactement 1 an, hein. J'ai souri. Presque à l'heure près. On devrait le faire, a souri Myriam en me poussant du coude. Je pense qu'on doit le faire, a dit Dana, levant déjà son verre. Je me suis levé, le cœur chaud, la gorge serrée. Aux portes verrouillées, ai-je dit lentement, laissant le souvenir s'épanouir juste assez pour l'honorer, et aux vérités qu'elle force à s'ouvrir. Et aux familles que nous choisissons, a ajouté Tessa, sa voix stable, fière. Nous avons tous levé nos verres. Aux familles choisies, ai-je fait l'écho, ma voix un peu plus pleine maintenant, un peu plus sûre, aux portes verrouillées et aux vérités déverrouillées. Le tintement du verre a retenti sur la table, doux et sûr. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas seulement incluse, je me sentais chez moi.